Ce matin, j'ai lu sur LinkedIn que les Français détestaient le succès. Je sais pas si c'est vrai, je pense que non, mais chez les magiciens, il se dit que rien n'est pire qu'un public de Gaulois. On dit qu'ils sont obsédés par le fait de connaître le truc, qu'ils en ont rien à foutre du tour et que tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si la magie permet de pécho. Quand on sort un jeu de cartes devant des Français, ils disent « je connais ce tour ». Les Français ne rigolent pas aux blagues, ne retiennent pas la carte qu'ils ont choisie, veulent mélanger le jeu une fois de plus, demandent à voir dans la boîte, dans la poche, dans la manche. Le Français ne laisse pas de pourboire, le Français est méchant. Il paraît que même les enfants français sont odieux avec les magiciens. Là encore, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je dois dire que quand j'ai fait de la magie à des Français... Bon. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous vous retrouvez dans cette description ? Je suis Guillaume Natas, vous écoutez Magicos, et dans ce 7e épisode, je suis avec Yves Carbonnier et David Stone. Alors vous êtes tous les deux des magiciens professionnels, vous avez été confrontés à des milliers de spectateurs. Yves, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? C'est toujours compliqué de parler de soi comme ça, sans vouloir faire le meilleur du monde. Fais le meilleur du monde. Bon, alors je suis donc le meilleur du monde. Je suis désolé pour David, je suis désolé pour tous ceux qui sont passés avant. Il y a que moi qui existe. Tous les autres n'existent pas. Non, c'est pas vrai. On est une confrérie, donc forcément, on est tous les meilleurs du monde à partir du moment où on a une vraie relation avec les spectateurs. Et quand on a cette vraie relation, généralement, ça se passe mieux que de partie de ce que tu viens de dire. Ma petite histoire, c'est très simple. J'ai 57 ans. J'ai commencé la magie en 76. Très vite, j'ai adoré les cartes, donc je fais que des tours de cartes, ce qui plaît pas à tout le monde, mais une fois qu'on me connaît, on aime les tours de cartes. Alors peut-être que c'est parce que je suis le meilleur, je sais pas. Donc une longue carrière déjà. T'as plusieurs formats, on voit notamment un format assez rare où tu fais de la magie en cuisinant. Donc on imagine que c'est peut-être une manière aussi de s'adapter à un public de plus en plus exigeant. Alors, c'est pas de la magie en cuisinant, c'est-à-dire que je vais chez des particuliers et je leur fais un spectacle à domicile où il y a de la cuisine, où je fais la cuisine, et chaque plat est une illusion d'optique, c'est-à-dire que les gens pensent voir de la viande alors que c'est un dessert, ou pensent voir un dessert alors que c'est de la viande. Donc de la magie avec de la cuisine. David, salut. Salut. Alors David, finaliste d'Incroyable Talent. J'ai payé cher les jeux. un grand magicien. Donc oui, tu es connu du grand public depuis quelques temps maintenant, mais tu es surtout très connu par les magiciens. Mm-hmm. Tu as écrit un livre mythique qui s'appelle Close Up, et dans lequel tu expliques aux magiciens justement comment gérer le public. Tout à fait. C'est un livre qui est passionnant. On apprend comment faire du table en table, comment réagir quand il y a un problème. C'est uniquement un livre qui apprend à gérer les gens. Il n'y a pas un seul tour de magie dedans. Moi, je l'ai lu quand j'étais ado et j'ai adoré découvrir comme ça la vie d'un magicien à travers des anecdotes. Donc, je me souviens de plein de petits éléments amusants. Par exemple, de dire quand on vous paye un verre, dites au barman que vous lui demanderez des vodka pommes et qu'il vous serve juste un jus de pomme. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Et qu'ils prennent la différence en pourboire. Et comme ça, on se met le barman dans la poche et on n'est pas complètement fait à la fin du spectacle. Voilà, ce genre de petites choses. Et c'est un livre formidable. Donc, David, t'as aussi été beaucoup confronté à du public. Je pense que donc tous les deux, vous allez pouvoir nous parler un petit peu du public français extérieur. T'as fait le tour du monde, je crois, avec des conférences. Avec des conférences. Alors moi, moins le grand public général que Yves doit connaître, ou parce qu'il est très très modeste. Parce que Yves Carbonnier est un magicien très connu dans le monde des magiciens également, notamment en cartomagie. Il a inventé des techniques, il maîtrise des techniques et il est réputé par des très grands cartomanes dans le monde entier que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qu'ils connaissent tous. Mais en revanche, moi, c'est surtout le public de magiciens que j'ai maîtrisé pendant des années. Donc, est-ce que on peut considérer le grand public général que je découvre, on va dire, depuis on va dire 3-4 ans, qui réagirait de la même façon que les magiciens, je sais pas. Toujours est-il que c'est vrai que mes magiciens français sont un peu moins faciles à distraire que les magiciens étrangers. Alors, est-ce que ça vient du fait que je sois français et donc comme nul n'est prophète dans son pays et que je passe plus pour exotique quand je travaille à l'étranger ? Je sais pas, mais je ne te cache pas qu'il est vrai, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, que mes Gaulois sont pas forcément les plus faciles à divertir. Quel a été votre premier public auquel vous avez été confronté quand vous avez commencé la magie? Mon premier public, ma mère. Ouais. Le plus dur. Et ensuite, les copains d'école, qui ont été, pareil, pas forcément les plus... Disons que quand tu ratais ton tour, on te le disait tout de suite. Et c'est après que j'ai commencé à travailler avec les premiers petits spectacles à droite et à gauche, où, curieusement, les gens qui te connaissent le moins
sont les plus faciles à berner, entre guillemets, en tant que magicien, on va dire. D'accord. Donc ton premier public professionnel, parce que tu parles quand même pas mal de prestations dans Close-Up notamment. Oui, alors mon vrai public dans les restaurants. Mais dès que j'ai commencé la magie, même si j'ai pas eu, comme je le disais, une grande expérience du grand public, parce que j'ai très rapidement travaillé pour les magiciens, j'ai travaillé très tôt dans les restaurants, notamment dans les petites pizzerias à côté de chez moi, quand j'avais 18-19 ans. Je voulais voir tous ces tours de magie que j'avais appris dans les bouquins, je voulais voir leur impact sur le grand public pour voir autre que mes parents et ma famille, que j'ai très rapidement saoulé et épuisé avec ces tours. Donc du coup, c'était un public nouveau à chaque fois, tous les samedis, tous les vendredis, samedi soir, et ça avait le mérite de me montrer tout de suite si mes tours fonctionnaient ou pas. T'as fait du resto, Yves, aussi? Très très peu. Très peu. En fait, effectivement, c'est ma mère aussi qui a dégusté la première. Mes premiers tours, et puis après les copains, et puis moi comme je faisais pas mal de colos et tout, donc du coup j'avais aussi des spectateurs dans les colos. Donc à chaque oui, mais de mon âge, c'était mes colons comme moi, quoi. Tu faisais des colos en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. D'accord. En tant qu'adolescent 76, j'avais je sais plus 14 ou 12, je sais plus très bien de tête, 14. Et puis moi la chance que j'ai eue, parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de rencontres, et c'est toutes les rencontres qui ont fait ma carrière. J'ai rencontré Bernard Billis assez tôt. Et à un moment donné, donc j'ai voulu faire des spectacles aussi de close-up. Et il m'a dit, mais attends, tu connais pas trop les spectateurs et tout. Donc moi, je faisais croupier pour des casinos factices, ce qui m'a donné un premier contact avec les spectateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un casino factice? Alors, un casino factice, c'est un casino où tu joues pas d'argent. Ça existe. Ça existe, oui, tout à fait. Ça permet de jouer au casino à Paris, puisqu'il y a une loi de Napoléon qui interdit les casinos à moins de 20 km, sauf, c'est pour ça qu'il y a Enghien, qui est le casino le plus près. Et du coup, pour contourner la loi, il y a des casinos qui étaient factices où les gens jouaient des jetons qui n'avaient aucune valeur, juste pour le plaisir de jouer. Et moi, j'animais des tables de jeu. Je croupais. J'étais croupier, blackjack, choc-a-luck, un jeu de dés. Et quand on est magicien et qu'on triche dans un casino factice, on se fait taper pour de faux? Non, puisqu'on triche pour les faire gagner. D'accord. Donc c'était un jeu aussi. Ça existe encore? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de soirées. Maintenant, on fait des démonstrations de tricherie pour les casinos factices. On est quelques-uns à pouvoir le faire. Alors là, je découvre ça. Le scoop, c'est le scoop. T'as commencé dans les casinos factices, ok. Ouais. Et alors comment est le public donc en tant que croupier, tu faisais aussi un peu de magie? Non, au départ, je faisais que croupier. Et puis à un moment donné, j'ai dit écoutez, est-ce que vous voulez gagner, puisque vous avez peut-être marre de perdre. Alors les gens ils disaient oui. Donc j'ai voilà, pour que je gagne, il me faut une coupe de champagne. Donc ils me payaient une coupe de champagne et je trichais pour qu'ils gagnent. D'accord. Donc j'enlevais le jeu du sabot et je faisais des tricheries et ça a commencé comme ça en fait. La relation. Ouais, c'était assez sympa. C'était déjà une relation de corruption un petit peu, mais dans un cercle où il n'y avait pas d'argent. Ouais. Donc vous avez débuté sur un public français. Ouais. Vous vous êtes donc adapté, j'imagine, très vite à ce public. Est-ce que quand vous avez voyagé, vous avez vu des différences? Ah oui, moi assez rapidement, oui, tout à fait. C'est vrai que le public français était plus... disons qu'il n'a pas la culture du divertissement. C'est-à-dire qu'on va lui montrer un tour de magie. Mes premiers spectateurs, là, je pense à mes premiers spectateurs. On leur fait un tour de magie, donc c'est un challenge. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, en pizzeria. Dans ma pizzeria, tout à fait. Donc ça, là, je dois avoir 18-19 ans. C'est considéré comme une des manières les plus difficiles de travailler. Tu vas dans un restaurant, t'es au pourboire. C'est ça. Alors non, à l'époque, non, j'avais un petit salaire que j'avais négocié sans doute avec le patron et j'ai touché en même temps les pourboires, mais ils étaient plutôt c'était pas l'objectif et ils étaient en province, c'était pas vraiment la culture du pourboire. Ok, parce qu'il y a deux écoles. Soit tu es salarié, enfin tu as un cachet par le restaurant qui t'embauche. Oui. Il y a aussi des magiciens qui vont de table en table, qui font un petit show et qui essayent de choper un pourboire. Et c'est leur revenu. Donc ça, c'est un exercice très difficile. Alors le pourboire en restaurant est un exercice difficile. J'ai pas commencé par ça. D'ailleurs, j'ignorais totalement qu'on pouvait travailler au pourboire. Et lorsqu'on m'en donnait, j'avais l'impolitesse à l'époque, j'ignorais de les refuser en disant non, désolé, je suis déjà payé. Je savais pas que c'était bien. Okay. Voilà, tout à fait. Donc j'étais vraiment le môme qui savait pas. Et parfois les gens le prenaient mal parce qu'ils pensaient que c'était pas suffisamment. Que ne m'avait donné pas assez en fait, tu vois, et que je les refusais par donc alors c'était l'inverse en fait, alors je voulais juste les mettre à l'aise. Donc les Français. Mais après j'ai travaillé à Saint-Tropez et j'ai rapidement appris à accepter un pourboire. Oui, les pourboires à Saint-Tropez, ça doit être sympa.
Ouais, bah parfois. oui, j'ai bossé 10 ans là-bas à la Voile Rouge. C'était le restaurant mythique, la plage mythique de Paul Tomaselli, où j'ai eu une expérience du public international, là, pour l'occasion, complètement folle. Et là, ça a été... donc, je suis presque passé de ma petite pizzeria de province, du jour au lendemain, à la Voile Rouge, en gagnant un concours de magie. Mais là, tu passes quasiment d'un public français à un public international, à tel point où, lorsque j'arrivais dans le restaurant, donc à Saint-Tropez, je passais dans les rangs, je disais bonjour, et ceux qui me répondaient en français, je savais que j'allais pas aller à leur table. Alors, on y arrive, quand même. Je savais. Alors, c'était à l'époque pas parce que le public français était méchant, ou pas forcément plus, c'est parce qu'il n'y a pas la culture du pourboire. Donc, dans ces restaurants-là, j'allais directement dans C'est le une bar manière d'être américain. méchant. Quand t'es là au pourboire et qu'il n'y a pas la culture du pourboire, on la connaît quand même. Bah, disons D'accord. que... Oui, aux États-Unis, par exemple, on laisse un pourboire systématiquement quand il y a du service. Oui. Le pourboire, et tu l'ajoutes sur le ticket. Et quand on est payé qu'au pourboire dans certains pays, il est évident qu'on va pas travailler avec la même implication. Je te dirais que l'aspect culturel vient sûrement de là, du fait que le service est inclus en France et donc que ça fait partie d'un package. Là Oui. où aux États-Unis, si tu fais un excellent service, t'auras un meilleur pourboire. Absolument. Sachant qu'on donne à peu près 20% de pourboire, mais qu'on va ajouter sur le ticket à la main. Ce qui veut dire que tu peux mettre un peu plus, un peu moins selon le service. Donc, on retrouve peut-être ici un premier élément de réponse donc sur la question du pourboire. Oui. C'est culturel et c'est aussi basé sur une contrainte légale du service inclus. Yves, toi, tu as eu comme ça à un moment un public international et un choix à faire? Non. Non. En fait, non, moi j'ai fait j'ai fait beaucoup de spectacles privés, d'entreprises, de close-up au table à table, où on était là pendant le repas et on passait entre les plats. Et donc les gens nous subissaient puisqu'ils n'avaient pas le choix, fallait qu'on vienne les voir. Et donc c'était une relation qui était différente. Il n'y avait pas le pourboire, on n'en avait pas puisqu'on avait un cachet, etc. Donc c'était un peu la relation était pas la même. Moi je pense qu'en France, quand par exemple moi je vais au restaurant, c'est pour manger. J'aurais du mal à avoir quelqu'un qui a joué de la guitare ou qui vient de faire des tours. J'aimerais bien avant, après, mais pas pendant. Et peut-être que y a beaucoup de gens qui en France, quand ils vont au restaurant, c'est pas obligatoirement pour avoir quelque chose qui a rien à voir avec le restaurant. Donc c'est peut-être aussi une de ces réactions qui font que, et c'est vrai qu'il n'y a pas le culte du pourboire. Et je pense que c'est une histoire de relation qu'on a avec les spectateurs. Quand ils cherchent par exemple à savoir le truc, quand j'ai débuté, effectivement j'avais une relation de challenge avec les spectateurs. Parce qu'ils sentaient que j'étais débutant. Et donc, il rentrait pour essayer de trouver le truc. Et puis, je pense qu'avec l'expérience, il y en a qui restent en challenge avec les spectateurs. C'est leur façon de fonctionner. Et puis, il y a d'autres écoles où, on dit pas que c'est pas un ami, c'est pas une histoire d'être ami avec le spectateur, mais on essaye d'avoir une connexion où on passe ensemble un bon moment. Ce qui est une relation qui va être différente et qui peut aider à ce qu'il ait moins envie de chercher le secret. Je pense. Je pense à l'école espagnole qui m'influence beaucoup depuis quelques années, où c'est pas du tout cette relation de challenge qui va faire que il va falloir qu'il trouve le truc, pourquoi il y a un truc, et qui va pas vouloir rentrer dans l'univers du magicien. Donc aujourd'hui, finalement, tu te dis que si t'es pas un trop mauvais magicien, t'auras aussi un meilleur public. On a donc un élément de réponse où c'est peut-être un peu aussi de la faute de certains magiciens si le public réagit de manière relou. Quand on va pas les embêter pendant qu'ils mangent. Oui, alors tout à fait. Ouais, je suis d'accord aussi. Il est vrai que selon le comportement, tu as des spectateurs qui vont rentrer en challenge avec toi, qui vont chercher désespérément à comprendre et à trouver le truc, alors que l'objectif est de les faire rêver. Encore une fois, on en revient toujours au même sujet. Quand on va voir un film au cinéma, on se dit pas, il fait semblant de mourir. On est conscient de cette réalité et pourtant on accepte de voir ce personnage jouer son rôle et on pleure, on rentre donc dans l'histoire, on suspend notre refus de croire. C'est ce qu'on ne fait pas parfois en France avec un magicien. On voit un magicien, on se dit il faut que je comprenne son truc. Le public français a parfois en fait tout simplement parce qu'il n'a pas été éduqué, il a parfois cette réaction de se dire le tour de magie doit être compris, alors qu'en réalité le tour de magie doit tout simplement t'emmener un peu comme un bateau vers un rivage qui est l'imaginaire et tout simplement te faire rêver. Et certains spectateurs qui ont peut-être plus voyagé ou qui ont plus de culture de spectacle comprennent ce principe et acceptent de voir un billet qui flotte sans chercher forcément comment ce billet flotte, mais de se laisser rêver, de se dire tiens mais c'est génial, je retombe en enfance. Et d'autres qui
peut-être par challenge ou envie de comprendre comment ça fonctionne, vont s'empêcher de rêver et vont forcément vouloir comprendre le truc. Ce serait un peu comme si tu étais au cinéma et que tu te levais d'un coup en disant « Mais il est pas mort, regardez, il fait semblant ». C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Après, il y a aussi le rapport donc aux magiciens. On parlait du billet qui flotte. Ça, c'est intéressant. On a tous vu des vidéos sur Internet de magiciens qui font de la magie, notamment à l'étranger. Ils vont faire flotter un billet. Les gens dans la rue vont hurler des choses comme ça. Au niveau des réactions, vous avez noté des différences quand même entre les Français et d'autres cultures, d'autres pays, d'autres continents? Oui, bah moi sans tester, puisque encore une fois j'ai pas fait de magie à l'étranger, j'ai juste fait des conférences en Europe. Mais pour rebondir sur ce qu'est David, moi il y a une chose qui me semble importante, c'est l'éducation du spectateur. Vraiment, parce que en France depuis quelque temps, c'est-à-dire moi je pense depuis l'époque où David Copperfield, on a eu ces émissions qui ont été diffusées, le regard du spectateur a changé sur la magie. Les gens considèrent de moins en moins que c'est pour les enfants. En France. Parce qu'à une époque, c'est la magie, c'était pour les mômes, on emmenait les enfants voir un spectacle de magie, c'était pour eux, c'était pas pour les adultes, parce que moi je suis un adulte, et la magie c'est pas fait pour moi. Et ça c'était pour nous c'était pas une bonne approche des spectateurs. Et depuis Copperfield, depuis les émissions de Patrick Sébastien, depuis Diversion, depuis toutes ces émissions, il y a un regard différent qui est porté sur la magie. Il y a beaucoup de spectacles au théâtre, dont celui de David, dont des spectacles de mentalistes qui sont bien construits, où la magie est intéressante, où on s'ennuie pas, où on voit un petit peu des choses qui donnent envie de continuer à apprécier la magie. Et ça c'est très bien joué. Moi je vais à Avignon de temps en temps et il y a beaucoup de spectacles de magie alors qu'il y en avait moins avant et les gens y vont. Oui, il fallait dépoussiérer aussi un peu la magie pour que les gens se remettent à apprécier. Oui, et autre chose à chercher que le truc. Il n'y a pas vraiment eu de poussière pour en venir sur la magie. Je crois qu'il y a surtout parfois, tout simplement, des magiciens qui sont très bons, mais qui n'ont pas l'exposition que d'autres peuvent avoir. Et parfois, des magiciens sont mis sous les feux de la rampe ou de la lumière, mais qui sont pas forcément les plus représentatifs des nouveautés, de ce qui se fait le mieux dans notre art. Peut-être que culturellement, en France, en tout cas, comparé aux pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, on commence à rattraper le retard, mais on est quand même un peu à la bourre au niveau diversité artistique, même si on a près de 30 spectacles de magie rien qu'à Paris. C'est quand même extraordinaire d'avoir près de 30 shows de magie dont la plupart sont bons, parce que je me laissais presque tous taper. Malgré ça, on a quand même un retard sur l'interprétation que le grand public peut avoir du magicien. Tu vois en Angleterre des shows de magie à la télé qui seraient totalement refusés en France. Comme quoi? Je pense à Pete Firman, je pense à tous ces magiciens qui ont des numéros qui sont complètement impossibles à présenter à la télévision en France. C'est JB Dumas qui m'a parlé de ça. Et vous voyez le magicien qui amène une assistante entièrement nue sur la scène. Et en Angleterre, donc? En Angleterre, donc, voilà. Mais en pleine émission de télé, sur un prime time, tu vois. Et la fille est entièrement nue et il va faire apparaître soi-disant le lapin et il produit effectivement un lapin de manière... À la couche du lapin. À la couche du lapin. Et ça passe à la télé. Et ça passe à la télé et le public trouve ça drôle. D'accord. Et c'est drôle. Mais pour sortir du carcan, on va dire... pièces, cartes, boules, foulards, il faut regarder la magie anglaise, on va dire. Et le spectateur anglais, c'est quoi son profil? C'est quoi sa réaction? Pourquoi est-ce que le spectateur anglais est capable d'apprécier cette magie-là et pas les Français? Déjà, il est conscient que la magie, c'est pas pour les enfants, comme l'a dit Yves, c'est surtout pas pour les enfants. Que la magie est ensuite un vecteur artistique de la même façon que le cinéma, la danse ou autre chose. C'est-à-dire pourquoi il est conscient de ça? Et pas nous? Je pense que culturellement, il y a eu beaucoup plus de prise de risque par les artistes, déjà. Ensuite, ils ont été extrêmement influencés peut-être par le melting pot culturel qu'il y a. Il faut dire que tu parlais tout à l'heure des différences qu'il y a entre le public français et le public étranger. Je pense pas que ce soit la vraie notion. Pour moi, qui ai un petit peu voyagé, la vraie différence de réaction d'un spectateur est plus sociale que d'origine culturelle. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé en Chine, j'ai fait plus de 50 dates à travers toute la Chine, le grand public populaire réagit un peu pareil partout dans le monde entier à des effets de magie classiques. Mais dès que j'ai travaillé à Shanghai ou à Beijing pour une certaine classe, on va dire entre guillemets UP,
Et ben là, tout de suite, les réactions étaient plus les mêmes et beaucoup plus fermées, beaucoup plus, c'était beaucoup moins drôle. Donc, faut le reconnaître. De réputation, les Asiatiques sont très enthousiastes face à la magie. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit beaucoup, qu'on voit dans des vidéos. Ils hurlent, ils sont face à un effet même simple, ils sont très enthousiastes. Donc, ouais, ils laissent aller leur réaction, en fait, tout simplement. Mais regarde, même pareil, tu vas travailler en Afrique du Nord, tu vas pas du tout obtenir les mêmes réactions que tu vas avoir en France. Là, la magie est interprétée complètement différemment. Je lisais un bouquin génial de ce breton qui s'appelle Franck Guillemin, qui s'appelle Sorcier du bout du monde. Et Sorcier du bout du monde est un ouvrage qui parle pas seulement de magie, mais qui parle également de sorcellerie, d'envoûtement, mais vu du point de vue d'un magicien, puisque Franck Guillemin était magicien, et digitateur, non, enseignant, illusionniste, mais surtout il a enseigné également. Il était prof de collège, mais il a enseigné au Sénégal, au Costa Rica, en Algérie, au Canada. Enfin, il a une très grande expérience du public, et il rapporte en fait dans son ouvrage effectivement que les grandes différences des réactions des spectateurs sont à la fois, effectivement culturelles, comme plus ou moins tu l'as mentionné, mais également sociales. En fonction du statut social, on réagit pas de la même façon face à quelque chose que l'on ne comprend pas. Faut pas oublier que la magie, c'est avant tout un truc qu'on ne comprend pas. Et fais un tour de magie à une table d'hommes politiques et va la faire ensuite dans le bar du coin, t'auras pas forcément la même réaction. Yves, tu confirmes? Oui, tout à fait. Les riches sont un moins bon public que les pauvres? C'est pas une histoire de riches, c'est-à-dire non, mais pour synthétiser un petit peu. En fait, je trouve plus t'es riche, plus t'es chiant, c'est pas nouveau, ça. C'est vrai, ça, on pourrait en parler. Alors là, oui, là, c'est open bar. Plus t'es susceptible, enfin. Le constat, c'est que il y a des spectateurs qui rient sans regarder ce que va faire son voisin. C'est-à-dire qu'il va être spontané dans sa réaction, et il y a des couches sociales où si mon voisin rigole pas, c'est que c'est pas drôle. Et ils arrivent pas à être eux-mêmes, et ils ont besoin de comment ça se passe à sa droite ou à sa gauche pour être réactifs. Et c'est vrai que si on prend les gens, on va dire normaux, les couches, les gens normaux, ils vont rire normalement sans regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils vont être spontanés. Et par exemple, un homme politique, il est tout sauf spontané. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il a horreur d'être manipulé. Il aime bien qu'on le manipule, mais lui, il a horreur qu'on le manipule. Et il est entraîné aussi. Et c'est tout à fait. Pour et c'est un combat. Gérer son image, surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, d'accord. Et c'est un combat, en fait. C'est celui qui aura la plus belle. En fait, et donc ça n'a pas d'intérêt. En fait, c'est des gens qui sont pas intéressants. Alors, est-ce que la street magie, ça vient un peu de là? Donc, la street magie, c'est un courant qui s'est développé ces 20 dernières années. Je pense que le plus beau représentant de cet art-là, c'est David Blaine, qui est extraordinaire. Donc, David Blaine, qui est un magicien, qui aujourd'hui est même quasiment un sorcier, qui fait des choses incroyables. Regardez sur YouTube. C'est un Américain. Il a fait des shows en Angleterre aussi. Il a fait des performances, notamment. Il s'est fait suspendre pendant plusieurs jours au-dessus du pont de Londres, je crois, mais donc c'est un Américain. Et lui, il a lancé ce courant où il allait dans la rue, il se promenait et puis il commençait à faire des tours. Et d'ailleurs, souvent, il allait dans des quartiers un peu populaires et il faisait des tours à des gamins. Et là, il y avait un groupe de gens autour de lui, tout autour. Et lui, il a cette espèce de nonchalance. Il était là avec un t-shirt et puis sa gueule, il fait tout le temps un peu la gueule, on sait pas trop. Et il faisait des miracles. Alors des trucs complètement délirants. Il faisait revivre des pigeons morts, il faisait apparaître des fils dans les nombrils des enfants, enfin des trucs qui faisaient complètement péter un câble à des gens, où il allait ramasser une bouteille par terre et il allait faire traverser une pièce. Donc tout ça, c'est des tours que nous, on peut connaître. Lui, il les a amenés dans la rue. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une conséquence justement de ce qu'on vient de dire là, où le meilleur public, c'est peut-être les classes populaires et c'est les gens qui sont au moins dans une situation de spontanéité totale, c'est-à-dire dans la rue, où t'as de compte à rendre à personne par rapport à un dîner. Est-ce que c'est une conséquence? Je l'ignore. En tout cas, c'était génial à l'époque, dans les débuts des années 90, quand Blaine fait ça. Et surtout, il révolutionne un aspect, c'est que lui ne se met pas du tout en avant. Il est complètement en retrait. Il fait l'effet. Par exemple, il prend la pièce de monnaie, elle disparaît et se retrouve à l'intérieur de la bouteille fermée du spectateur. Et là, il se recule. Et il laisse le public vivre l'émotion magique. Et là, en fait, il s'efface. Et c'est là où Blaine était fort, c'est qu'il se mettait absolument pas en avant. Et cette façon de s'effacer le mettait justement en lumière. Oui, ça le rend incroyable. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il il laisse le public vivre. Et c'est bon, je te l'accorde. S'il avait fait la même chose à Paris, en face du Sacré-Cœur, il aurait certainement pas les mêmes réactions qu'il a sur un groupe populaire à Brooklyn. On a
pas du tout la même façon de réagir en France et en Europe, mais dans tous les cas, les gens sont étonnés, les gens sont épatés, et ça, par contre, on en revient encore une fois, même si je crois que la culture américaine est expansive et les gens se permettent de montrer leur enthousiasme. C'est vrai que les Américains, moi je connais un petit peu, parce que j'y vais de temps en temps, puis je parle un peu avec les gens qui parlent français, parce que parfois c'est beaucoup mieux pour comprendre. Sont des gens qui aiment s'amuser, ils aiment pas les choses tristes, ils aiment pas toutes ces choses-là, donc forcément, dès qu'ils peuvent s'amuser, ils s'amusent. La dernière fois, j'étais à New York, j'avais mon jeu. À côté, il dit vous faites de la magie, vous pouvez me faire un tour. La table d'à côté. La table à côté de moi dans le bar. J'étais en train de boire tranquille. Et il m'a dérangé pour que je lui fasse un tour. J'ai accepté. D'habitude, je dis non. Et puis là, et en fait, voilà, on a passé 20 minutes tous les deux. Il m'a filmé. Il a mis ça sur sa chaîne. Je sais pas ce qu'il a fait. En France, c'est très rare quand les gens voient un jeu de cartes qu'ils viennent vers vous en disant vous faites de la magie. Il y a chacun reste dans son cercle. Et puis, nous, je pense aussi en France, on a un problème de visibilité parce que il y a pas que la télé. Parce que la magie à la télé, pour moi, c'est pas la finalité parce que faut aller très vite, c'est très court, on n'a pas le temps de s'installer, on n'a pas le temps d'installer l'ambiance, on a le temps de rien. Il y a 25 plans de coupe en 30 secondes, c'est fatigant et on a très peu de lieux où on peut se produire. Par exemple, moi la magie que je fais, c'est pour 30 spectateurs et il y a très peu d'endroits où dans un théâtre, il y a 30 spectateurs, ce sera pas viable. Donc faut trouver d'autres solutions, donc aller chez les gens. Et là, alors, il est vrai que des gens qui peuvent vous engager pour venir chez eux, on tombe pas sur des couches sociales qui sont des petites couches sociales, évidemment. Mais c'est quand même une autre façon de faire de la magie. Il faut, je crois, comme a fait David Blaine, il faut rechercher des lieux nouveaux pour pouvoir faire de la magie. Je pense que ça permettra d'aller vers les spectateurs et non pas les spectateurs qui viennent vers nous comme pour la télé. Alors aux États-Unis, il y a des formats. J'étais à New York l'année dernière et je suis allé voir Steve Cohen. Alors Steve Cohen, c'est un magicien qui donne un spectacle incroyable qui s'appelle Chamber Magic, qui se joue dans une petite salle d'un hôtel de luxe. Il faut venir en costume. Ça coûte très cher. Alors on est à l'américaine, c'est-à-dire que chaque place a un prix. On doit être une quarantaine autour de lui, donc ça ressemble au format que tu nous décrivais. Donc il fait de la carte, il fait pas que de la carte, mais il fait beaucoup de cartes. En tout cas, il peut se permettre de faire de la carte. Et on est sur 4 rangées de chaises. Donc il est au milieu, puis il y a à gauche et à droite. Et donc chaque rangée a son prix. Et pour la première rangée, chaque chaise a son prix. Le plus cher, c'est $650 la place. Donc on est quand même intérêt à rater son tour de carte. Hein. Non, on est dans un truc incroyable. Donc nous, on avait pris des places, on avait quand même payé près de $150 pour être au dernier rang. Mais bon, c'était un dernier rang quand même, on était quand même très proche. Et pour $40 de plus, on a eu un petit meet and greet à la fin, qui est un truc très répandu aux États-Unis où tu passes un moment soi-disant privilégié avec le magicien. Donc tu restes à la fin, j'ai eu un jeu de cartes, il m'a dédicacé, on a pu faire des photos, tout ça. Et il nous a fait 3 routines. 3 tours à la fin. Mais c'était extrêmement calculé, hein. On n'était pas dans de l'échange. On a pu blablater un peu, mais c'était quand même très, très encadré. Ça, c'est un format qu'on n'a pas en France, où il y a aussi le côté un peu luxe, où là, clairement, c'est un produit de luxe. Tout le monde était en costard, tout le monde était sur son 31. C'était bien entendu que des gens avec des moyens, parce que tu mets pas 150 balles dans une place de spectacle. Oui. Comme ça. Voire 650, j'imagine. Oui. Voire 650, parce qu'il y avait des gens au premier rang, donc il y en avait qui les avaient mis. Et nous, d'ailleurs, quand on a pris nos places, il n'y avait plus que les dernières places disponibles. Donc c'est assez mis en valeur. Est-ce qu'en France, on met peut-être pas aussi assez en valeur la magie? Toi, Yves, ça t'intéresserait pas de développer un spectacle comme celui-là? J'ai eu des réflexions autour de ça. Mais travailler dans les hôtels en France, c'est absolument pas dans leur état d'esprit. Il y a le concierge, donc ça va lui prendre de son argent, de son pourboire. Ils ont leur salon qu'ils louent excessivement cher pour des sociétés. Et là, c'est ça. Hein. Ils louent le salon comme une salle de spectacle. Je sais pas, on pourrait essayer. J'ai jamais travaillé dans les hôtels. Je sais pas si toi, David, t'as fait. Oui, j'ai travaillé dans les hôtels, etc. Mais je trouverais le format intéressant, mais la clientèle m'intéresserait pas en fait. J'ai bossé 10 ans à Saint-Tropez. C'est pas que je préfère le populaire, c'est que j'en ai marre d'être en costard, machin, etc. De devoir toujours être poli, machin, etc. Enfin, c'est pas ça. C'est que le mec qui paye hyper cher sa place, il va falloir.
je vais me sentir prisonnier en fait. Moi, je viens d'un milieu très populaire et je suis bien plus à l'aise dans cet univers. Je dis pas que je vais pas forcément faire plus attention à la manière dont je vais travailler, au contraire. Mais j'ai bossé dans des hôtels où j'étais payé des hyper cher, dans les 5 étoiles plus. Donc, tu vois, pour te dire des trucs, machin. Mais j'étais pas forcément à l'aise. Alors, est-ce que ça vient de mon éducation de départ ou j'ai l'impression de devoir faire des efforts? Je l'ignore. Mais ce format t'irait très très bien, toi qui fais de la gastronomie, de la très très grande ouais, mais j'aime pas le costume cuisine non plus. En fait, la magie, mais je pense que là, David, je découvre un petit peu des choses, même si on se connaît pas mal de temps. La magie, il y a un magicien espagnol que j'admire beaucoup qui s'appelle Juan Tamariz. Juan Tamariz, une légende du milieu. On l'a déjà évoqué dans Magicos. C'est un des plus grands magiciens qui a beaucoup fait de spectacles, qui est très populaire en Espagne à la télé. Il passe beaucoup, il est très très apprécié. C'est vraiment une figure là-bas. Et c'est aussi dans le milieu des magiciens quelqu'un de très reconnu qui donne des conférences, qui fait beaucoup de théories magiques, qui a écrit des livres qui sont d'ailleurs assez lourds en termes de comment gérer son public, comment se positionner. Il travaille énormément sur le rapport au public. Il t'explique que la manière dont tu vas positionner tes pieds va avoir une influence sur ton tour. C'est vrai que si on met mal les pieds, on peut tomber, par exemple. Voilà. Et donc, pardon. Non, tout à fait. Un petit point. Non, mais c'est très bien. J'ai pas à le faire, puis tu l'as fait très bien. Donc, il y a pas de. Il dit souvent, la magie, c'est de la communication. C'est-à-dire, la magie, c'est aller vers les spectateurs, être avec eux. Et moi, je pense que c'est vrai par exemple, quand il joue ses spectacles en Espagne, la différence, par exemple, avec la France, bon, déjà, l'Espagne est un pays qui est éduqué à la magie. Nous, on commence à l'être, mais on l'est beaucoup moins qu'eux. Et quand on arrive dans une salle et qu'un magicien demande est-ce qu'un spectateur peut m'aider, généralement, les spectateurs baissent les yeux et regardent leurs pieds. Ou il lance quelque chose, il dit voilà, le troisième qui l'attrape, c'est lui qui va venir, et le type ou la fille se retrouve choisi d'office. Un peu terrifié. Voilà, généralement, oui. Et lui, il arrive et il a même pas le temps de dire qui, que tout le monde a envie de venir le voir. Tout le monde a envie de le prendre dans ses bras, tout le monde a. C'est étonnant il dit mais moi c'est la communication, j'aime les gens et du coup les gens m'aiment et c'est naturel, c'est pas fin, c'est pas joué comme on pourrait être dans des grands hôtels où là on feint d'apprécier les gens mais en fait on s'en fout quoi. On est là on n'est plus là pour faire de la magie, on dit ah bah tiens, j'ai pris un bon cachet et basta. Tommy Wonder en parlait beaucoup de la communication dans son Tommy Wonder qui est le grand magicien hollandais qui était à la fois spécialiste de la scène et du close-up, de la magie rapprochée, il a travaillé beaucoup à Monaco, donc dans des cabarets de luxe et surtout en table à table. Et c'est un magicien qui est extrêmement connu pour avoir été précis, pour avoir été plein de détails, de finesse dans la finition de ses numéros et de ses tours de magie. Et Tommy Wonder expliquait dans ses bouquins, ses merveilleux livres qui s'appellent The Book of Wonders, que la magie est essentiellement de la communication, c'est-à-dire que il ne voulait pas, il est décédé depuis quelques années, mais il ne voulait pas qu'un spectateur voit en lui un bon magicien. Il voulait que le spectateur ait passé un très bon moment avec quelqu'un de brillant ou de passionnant, avant tout. Qu'on se souvienne de la rencontre comme d'un moment privilégié avec quelqu'un d'unique qu'on a découvert ce soir, et non pas seulement un simple artiste qui faisait des tours de cartes, même de bons tours de cartes. Et donc il privilégiait la communication en considérant que du point de vue du spectateur, qu'est-ce qui va le mettre mal à l'aise, qu'est-ce qui va le mettre à l'aise, comment faire pour qu'il ait l'impression de vivre une expérience et pas seulement d'avoir vu un magicien qui passait aux tables. Donc c'est pour en revenir à cette importance de la communication dans la magie, notamment dans le close-up, surtout puisque sur scène la communication est essentiellement de l'artiste vers le public. Elle est à sens unique la plupart du temps, alors que en close-up, en table à table, la communication en close-up est essentielle. Il y a un échange. Il y a un échange constant avec le public qui va réagir, qui va parler, qui va interpeller le magicien, mettre les mains dans ses poches et autres. Donc le bon public, c'est aussi celui que vous avez su appréhender, que vous avez su charmer et que vous avez peut-être pas agressé dans différentes... quand on sait qu'un Français va pas aimer forcément qu'on le dérange pendant qu'il mange, il faut en tenir compte, va aimer être pris d'une certaine manière, donc le magicien là doit faire un travail sur lui pour appréhender la personne avec qui il va avoir un moment. Je pense pour lui faire passer il y a l'adaptation, tout à fait. Un bon temps. Faut qu'il y ait une envie commune. C'est-à-dire, je pense que tout le monde doit avoir, et le spectateur et le magicien, ils ont envie d'être ensemble les deux.
Par exemple, moi, sur la relation avec le spectateur, j'ai tellement d'exemples sur des magiciens qui font l'opposé de ce qu'ils devraient faire pour passer un bon moment avec eux. Moi, j'ai souvenir d'un magicien qui fait un tour. À la fin du tour, il dit ça énerve et il fait rouler ses doigts sur la table comme ça. Comment on peut créer une connexion où on montre au spectateur qu'on est plus fort que lui et que lui c'est rien et que nous on est tout. C'est impossible. Et à partir de là, lui il va rentrer en challenge et donc il va y avoir une escalade entre les deux et il y en a un qui aura passé un mauvais moment. Et peut-être même les deux, si le magicien arrive pas à dominer le spectateur parce qu'il y en a qui se laissent pas faire et qui peuvent être plus drôles que dans les réparties que le magicien. Et donc pour moi c'est pas comme ça que je vois la magie. Comment tu conclus un tour, toi? Alors, je conclus un tour en étant heureux. Tu vas sourire? Ouais, je suis heureux que le tour se soit bien passé, surtout qu'avant, généralement, on fait un petit suspense. Est-ce que ça va marcher? Et je suis heureux. C'est Juan Tamariz qui aborde beaucoup ce problème. Quelle attitude doit avoir le magicien à la fin du tour? Est-ce qu'il doit être supérieur? Est-ce qu'il doit dire, je suis super content? Est-ce qu'il doit être heureux? Moi, je pense qu'être heureux que le tour a réussi, ça se partage. On peut aussi concevoir un tour pour valoriser le spectateur. Par exemple, faire comme si c'était lui qui avait réussi quelque chose, ou ça, c'est aussi une manière de construire un tour. Ça, c'est quelque chose qui marche avec les Français? Oh, oui, je pense. Moi, j'ai pas testé, mais je pense. Ça arrive, là. Mais de toute façon, je construis pas un tour en me disant à qui je vais le faire, à quel type de public. Je vais diviser peut-être, est-ce que je m'adresse aux magiciens ou est-ce que je m'adresse au grand public? Si je m'adresse au grand public, je vais réfléchir à des gags, à des choses qui vont leur parler. Et si je m'adresse aux magiciens, pareil, je vais faire des sous-entendus que eux seuls vont comprendre et leur donner l'impression d'être un peu privilégiés et d'être mon ami, en fait, en gros. Donc, c'est ça que je recherche, moi, dans un tour de magie, c'est de créer une relation d'amitié avec le spectateur. Dans la conception d'un tour de magie, c'est pas est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est allemand, est-ce qu'il est anglais. Voilà, non, c'est plus qu'est-ce que je peux faire pour le faire délirer. Ouais, il faudrait que tu testes ton tour dans tous les incroyables talents du monde et voir dans lesquels tu gagnes. Et comme ça, on saura quel public il parle le mieux. Vous avez tous les deux plus de 30 ans de magie dans les jambes. Moi, j'ai même pas 30 ans tout court, tu rigoles. Oui, mais quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire. Vous avez vu le public évoluer? Chaque décennie, il paraît qu'il y a vraiment des générations, mais même des manières. Français, complètement évolué. Ces 10 dernières années, pour moi, il est beaucoup plus éduqué qu'il ne l'était avant. Il voit la différence entre un mauvais et un bon magicien. On va dans le bon sens là-dessus. On va dans le bon sens, ouais, tout à fait. Ah oui. Pour revenir toujours à ce sujet, parce que c'est ce que j'étudie en ce moment, c'est Juan Tamariz, quand il a fait de la télé, ça fait plus de 20 ans qu'il a arrêté de faire des émissions télé en Espagne. Son but, c'était d'éduquer les gens à la magie. C'était pas d'être vedette de la télé. C'était totalement différent de ça. Et maintenant, les gens, alors que des enfants de 15-16 ans, alors qu'ils l'ont jamais vu, ils le connaissent encore parce qu'il fait encore des spectacles, il a 76 ans. Il est très dans vieux, les théâtres, etc. Et c'est ça. Et nous, on commence à avoir une éducation grâce à la télé. Je pense que je suis pas content des émissions dans leur format parce que il y a trop de plans de coupe, il faut que ça aille trop vite. Antonio a le temps de s'installer. Maintenant, il y a un peu plus de temps. Je vois à peu près là c'est bien. Antonio, qui est un magicien français qui est dans Diversion notamment et qui est très apprécié aujourd'hui. Oui, qui a beaucoup très respecté dans le milieu. Très bon, oui, tout à fait. Qui n'a pas pu venir dans Magicos pour des questions de planning, mais qui aurait aimé, voilà. Donc on embrasse Antonio. Voilà. Et donc voilà, je pense que le format télé, quand le tour il doit pas, c'est comme les chansons à la radio, on dit oui, la chanson elle doit pas dépasser tant de temps, et on a maintenant plein d'exemples de chansons qui sont mythiques et qui ont dépassé le temps obligé parce que il y a un type qui a décidé qu'il connaît absolument rien à l'art, que fallait pas que ça dépasse tant parce qu'il y avait la pub, le truc, le machin. Et l'intérêt de la magie, c'est l'interaction qu'on a avec les spectateurs, c'est-à-dire qu'on est en danger systématique. C'est comme la cuisine en fait. C'est pour moi les deux sont concomitants. Je reviens à mon truc, mais un tour qui est raté, n'importe qui s'en aperçoit. Un tableau qui est raté, il y a des gens qui vont quand même le trouver beau parce qu'il va être cher, alors qu'on n'aura pas d'émotion en le voyant. Quand on rate un plat, n'importe qui va dire c'est trop cuit, c'est trop salé, c'est brûlé. On encore était sur l'évolution, juste qu'on diverge pas trop. Si vous avez vu le public évoluer, le public maintenant, on est plutôt donc en France dans la bonne direction. On est passé d'un public qui était pas très éduqué à la magie, qui était un public très la magie c'est pour les enfants. Donc moi un mec qui vient me faire des tours de magie, si je suis impressionné, c'est que je suis con comme un gosse, quoi.
Aujourd'hui, ils sont un peu plus sensibilisés, notamment donc grâce à la télé, qui fait pas tout parfaitement, mais qui a au moins amené la magie chez les gens. Les réseaux sociaux, je dirais Ouais, plutôt. Les j'allais réseaux dire sociaux aussi. YouTube oui. C'est plutôt les réseaux sociaux qui J'allais ont venir éduqué dessus, ouais. les spectateurs à voir que il n'y a pas que ce tour de cartes chiant qui consiste en la cartomagie. Il n'y a pas que ce magicien habillé bizarrement qui représente l'intégralité de l'art magique. Il y a aussi des gens incroyables, incroyables sur Instagram notamment. Voilà, où c'est toutes ces Qui formes font des petits tours de quelques secondes, mais qui sont extrêmement impressionnants. Et puis en plus, ils voient toute la magie mondiale, quoi. C'est pas que français, c'est tout. Il y a du bon et du moins bon, et c'est pas grave en fait. Au début, moi je trouvais que c'était inquiétant de voir des choses qui étaient pas très bonnes, mais ça fait rien parce que on peut comparer. Les gens peuvent comparer, et ça c'est pas opposé, hein, comparer. Et ça c'est bien. Moi j'apprécie aussi en fait ces niveaux différents de magie. Si vous deviez avoir pour conclure, un conseil à donner au public pour continuer à apprécier au maximum l'art magique et puis aussi venez être voir mon agréable spectacle. avec Exactement. allez voir David avec les magiciens. Allez voir David, Allez voir de la des bons magie. spectacles. Allez voir de la magie. Déjà, c'est vrai. Donc le spectacle de David déjà est très sortir cool. effectivement, sortir voir des spectacles, c'est le seul moyen de se donner un vrai avis, parce que entre ce qu'on voit sur internet ou à la télé, avec effectivement comme disait Yves, les montages et tout ça, parce que aller voir un spectacle de magie, c'est une expérience, c'est génial, et renseignez-vous avant pour pas tomber dans un piège où vous allez vous retrouver avec un truc qui va vous dégoûter pour les 10 prochaines années. Pour savoir où voir des bons spectacles de magie. Écoutez, moi je veux pas faire ma propre promo, mais le mien est très bien. Bah si tu peux, il faut. Le tien est très bien, mais voilà, une fois qu'on aura vu le tien, donc toi tu joues au double fond en ce moment. Sincèrement, je suis allé voir la majorité des spectacles de magie à Paris et j'ai tous trouvé géniaux. Non, franchement, j'ai tous trouvé vraiment très bien. J'étais même surpris. Et je me suis dit, je m'attendais pas à avoir une telle qualité de show de magie en France, avec une telle diversité. Et alors oui, ça peut pêcher à droite, à gauche, toujours par des. Vous pouvez conseiller un ou deux spectacles que je conseille. Tout est bien. Enfin, on n'est pas à l'école David des fans Stone, non plus. je conseille vraiment David, Victor Vincent. Moi, j'aime beaucoup aussi Victor Vincent. Il a un bel univers. Victor Vincent, oui, mentaliste. Vrai, de chez Diversion aussi, enfin qui fait du mentalisme à Paris depuis une bonne dizaine d'années. Ben moi je les invite à venir au Double Fond, le café théâtre de la magie, où il y a plein de magiciens différents qui vont passer avec tous leur propre univers. Je les invite aussi à découvrir la magie féminine, notamment je pense à Alexandra Duvivier, c'est intéressant parce que les gens ne connaissent pas, les femmes magiciennes ne savent pas qu'il y a les femmes ignorent qu'il y a des magiciennes, et Alexandra a un univers très intéressant aussi, je trouve. Caroline Marx aussi. Caroline Marx également. Qui joue en ce moment, qu'on a reçu en Magicos. Oui. Et si j'avais un spectacle à conseiller, alors j'ai plus de tête là, mais Gus, j'aime bien son univers magique. Gus, super. Gus et effectivement Victor Vincent, c'est très. En fait, ils sont trop nombreux pour être nommés parce qu'il y en a beaucoup. Et dans quel état d'esprit on doit aller voir un spectacle de magie? Dans le but heureux. de s'amuser, heureux. On est content. Voilà. On n'a pas envie de comprendre. On rigole on a envie pas mal. de ne pas comprendre. Dans les spectacles français, il y a beaucoup d'humour. Toi, dans ton spectacle, il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle. Donc il y a beaucoup de magie à aussi. À l'inverse de ce que je le suis dans la vie, effectivement, c'est très drôle. Oui, t'es quelqu'un d'extrêmement triste. Voilà, pour revenir à ta question, elle est importante. Il faut aller voir un spectacle de magie dans le but de ne pas comprendre. Si on comprend, on doit se plaindre. C'est ça que je veux dire. Le spectateur doit pas être content de comprendre. Oui, c'est vrai en fait. C'est que le spectacle est raté. Voilà, c'est ça. Il faut. C'est plus que ça même. Le but de la magie, c'est de pas chercher à comprendre, c'est d'y aller pour de toute façon, si vous faites la démarche d'aller voir un spectacle, gâchez pas en essayant de dire, ouais, il m'aura pas. C'est pas le but, c'est pas d'avoir le spectateur. Le but, c'est qu'on soit ensemble et qu'on vous emmène dans notre univers qui est celui de la magie. Et tu sais pourquoi les spectateurs sont parfois pas contents ou réagissent mal à la magie, je crois. Parce que le magicien était mauvais. Parce qu'on met ça sur le public français ou le public, mais parfois et bien souvent, c'est le magicien lui-même qui n'a pas été capable d'amener le public vers quelque chose. Je te donne un exemple. Tu vas voir un film et tu vois que la blessure elle est fausse. Tu vois bien que c'est mal fait. Mais t'en veux, il te sort de son univers, le mec, tu te dis, c'est mal foutu, j'y crois plus. D'un seul coup, toute l'histoire s'effondre. Et le magicien, tu vois briller le fil qui fait voler quelque chose, ou le magicien qui cache un lapin et tu le vois, tu lui en veux, en fait, de ne pas avoir été capable de t'emmener, d'avoir tenu sa promesse, qui était celle de te faire rêver. Et c'est pour ça que le spectateur va être en colère et là, va le dénoncer.
va dire c'est un escroc, regardez, on voit là. Pourquoi? Mais pas parce que le spectateur est con, c'est parce que le magicien n'a pas été suffisamment bon pour l'emmener dans son univers. De même que le réalisateur va pas être suffisamment bon s'il te fait pas suspendre ton refus de croire et t'emmène dans un univers de l'imaginaire. Donc finalement, c'est pas de la faute des spectateurs. La plupart du temps, non. Et ben voilà, c'est la faute des magiciens. Pour conclure cette émission, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait apporter. En plus, ça valorise nos auditeurs, ce qui est une très bonne chose, politiquement parlant. Et puis pour conclure aussi, Magicos, parce que c'était le dernier épisode. Donc, messieurs, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être parler de votre actualité ou nous donner un conseil, quelque chose à voir, quelque chose à faire à Paris en magie ou à Paris ou ailleurs, hein, parce qu'on est écouté dans toute la France et dans toute la francophonie. En fait, il y a beaucoup de façons d'appréhender la magie. Il y a 2 musées en France. Un à Paris qui est rue Saint-Paul qui s'appelle le musée de la magie où il y a des spectacles et donc vous pouvez aller faire une petite balade, c'est sympathique. Il y en a un à Blois aussi. Donc voilà, c'est une façon aussi de voir la magie, la maison de la magie. Donc toutes ces choses-là, il y a beaucoup de festivals maintenant qui se font, il y a beaucoup de spectacles, donc il faut sortir de chez soi, éteindre la télé et aller voir des spectacles vivants avec des artistes vivants qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, même si c'est maladroit, parce que peut-être il y en a, ils seront toujours maladroits, c'est possible aussi. Mais généralement, c'est allez les voir, allez voir de la magie. Apprenez un peu la magie aussi. C'est bien d'apprendre un petit peu, ça permet de s'éduquer. Pas pour faire un grand magicien, mais pour faire des tours à la fin du repas, à sa famille. C'est très très bien aussi. Il y a de plus en plus d'amateurs, de gens qui ont envie d'apprendre la magie. Et plus il y aura de gens qui apprendront la magie, plus la magie va progresser, je pense. David? Et bien moi pareil, je vous invite à faire exactement la même chose et je vous invite surtout au Double Fond qui est le café-théâtre de la magie, j'en avais parlé dans Paris. Je pensais à un spectacle qui m'a beaucoup marqué l'année dernière que j'avais vu qui était de Étienne Saglio qui s'appelle Les Limbes et ça avait été une expérience extrêmement magique, ça m'avait emmené dans un univers. C'est un magicien qui n'en est pas un parce qu'il ne s'affiche pas comme magicien mais il utilise la magie. Et j'avais été fasciné par ce petit fantôme qui est sur scène et qui voyage dans le public pour ensuite revenir sur la scène. C'était féerique et c'était Les Limbes de Étienne Saglio. Ça m'avait fasciné. Si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, je vous y invite. Merci David. Yves, tu me faisais juste une dernière chose auquel j'ai pensé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Frisch qui a construit un camion extraordinaire et qui va un peu comme Robert Houdin avec ses roulottes. Donc à l'époque de Robert Houdin avec les roulottes, vous allez de village en village. Lui il se déplace avec le camion et il fait des spectacles extraordinaires. Il va partout. Donc si vous pouvez le voir, allez-y. En plus son spectacle actuel c'est avec que des cartes, donc ça me touche encore plus. N'hésitez pas, c'est vraiment des moments formidables. Donc voilà. Yann Frisch, moi je le recommande aussi. Pour moi c'est quelqu'un qui fait des choses absolument incroyables. Il est en train de renouveler l'art avec une personnalité, quelqu'un qui vient de la jonglerie et qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme un des meilleurs de la profession. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Magicos, un podcast produit par Slate.fr et c'était le dernier épisode de cette série. Si vous avez aimé Magicos, parlez-en un maximum autour de vous. Faites découvrir le podcast à vos amis et à vos followers. Il est temps pour moi de remercier ceux qui ont permis à Magicos de voir le jour. Alors merci à Christophe Caron, qui a offert une chance à ce sujet original, rare, mais aussi passionnant et riche. Merci à Benjamin Ours, qui a accompagné chaque enregistrement avec amitié, bienveillance et professionnalisme. Merci à Aurélie, qui est aujourd'hui réalisatrice de ce dernier épisode, qui sur les autres épisodes s'est occupée du dérush notamment. Merci à Hélène, qui a assuré la promotion de Magicos sur les réseaux sociaux. Merci à Alexis, David et Charlie, mes meilleurs amis magiciens, qui m'ont redonné goût à cet art. Merci à Jean-Baptiste, qui en connaît un rayon et qui m'a offert toutes ces anecdotes, beaucoup malheureusement étaient irracontables. Merci aux invités de Magicos, Sylvain Vip, Maxime Choucht, Alexis de la Fuente, Marine Métral, Thomas Thiebaud, Caroline Marx, Clément Fraisse, Pierre Onfroy, David Copperfield, Gilles Arthur, Jean-Baptiste Dumas, Maxime Guény, Juliette Evans, Thierry Collet, David Stone et Yves Carbonnier. Enfin merci à mes Golden Natassos, toujours là pour moi, pour leurs conseils, leur soutien, Florent, Paloma, Marie, Aline et Ludovic. Retrouvez-moi sur Instagram, Guillaume Natas en un seul mot, et sur Twitter, @Natas. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Si vous décidez de devenir magicien après avoir écouté ce podcast, promettez-moi de ne pas devenir un connard. Et si vous décidez de devenir magicienne, alors on n'aura pas bossé pour rien. À bientôt.